Bienvenue à cette présentation. Donc, j'espère qu'il vous reste encore un petit peu d'énergie en ce début d'après-midi après le dîner. Donc, on a un sujet qui nous passionne parce que j'aime accompagner les PO. C'est un rôle qui n'est pas facile dans une équipe. Donc, on a pensé à eux et on a préparé cette présentation-là. Et je la fais avec Michel. Oups. Test. Ça change ici sur mon écran, mais ça ne change pas. Ah, et voilà. Donc, Michel, qui a une vingtaine d'années d'expérience en développement de produits. Donc, elle vient plutôt du côté PO, qui a une bonne expérience, surtout sur la côte ouest du Canada, quand elle a travaillé longtemps à Vancouver, dans le développement de produits, et qui est coach agile depuis quelques années. Et François, également 20 ans d'expérience en TI, que vous connaissez. Je crois que plusieurs d'entre vous le reconnaissez. François, c'est un passionné de l'agilité et il vit par la maxime ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être bien fait. Ça le suit un peu partout. Alors, il y a un désir profond de travailler des produits excellents. Alors, ensemble, on s'était dit que ça serait vraiment le fun d'apprendre à savoir qui vous êtes un peu dans la salle. On poserait un petit peu des questions pour vous réveiller aussi. Là. Donc, à main levée, qui sont déjà PO ici, qui ont ce rôle-là? OK, merci. Est-ce qu'il y en a qui sont coach agile? Quelques-uns. Scrum Master? OK. Presque autant que les PO. Des développeurs? OK. Et ceux qui ont des rôles plus dans la direction, dans la gestion? Il y a quelques-uns. OK. C'est important d'accompagner les PO. Ah, ben tiens, mon boss. D'accord. Bien, on fait cette présentation-là pour tout le monde, pour accompagner notre PO. Alors, on va faire une petite mise en situation. En fait, l'intention, c'est de rendre ça un peu agréable, un peu le fun, peut-être possiblement ludique, en prenant un cas possiblement extrême, où on va vous présenter peut-être en trois phases, une mise en situation d'un PO qui arrive en poste. Et ensuite, on passera à une phase éléments qu'on voit. On va sortir de la mise en situation, puis on va passer à des éléments qu'on voit en général comme questions quand on fait du service conseil. Et on va conclure avec des questions. Fait que retenez vos questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. À la fin. Alors, pour commencer, dans le fond, on a pris l'idée du persona. Alors, Michel va jouer. Je vais jouer le rôle de Monique, qui vient du département de comptabilité. Elle vient d'être promue comme PO. Elle n'a jamais travaillé dans une équipe technique. Je ne sais pas combien d'entre vous ont eu des PO qui n'ont jamais travaillé au niveau de l'équipe technique. Il y a des mains qui se lèvent. Bon, c'est ça, elle va jouer. Je vais jouer le rôle. Monique sera quelqu'un qui arrive du département de comptabilité pour une compagnie qui développe des logiciels comptables. Et elle est une experte technique, mais n'a jamais vu ce que c'est que le plancher du tout. Alors que François, lui... Je vais jouer le rôle de Charlie. Charlie, c'est un coach agile. Alors, c'est un facilitateur qui est à l'écoute des gens. Mon but, c'est toujours d'aider l'équipe à donner le meilleur d'elle-même. S'il y a des embûches, les aider à les résoudre afin que l'équipe puisse fonctionner le plus rondement possible. Donc, ça va être un petit peu, je ne dirais pas une pièce de théâtre, mais on va jouer ces rôles-là. On utilise des personas parce que c'est une approche aussi qu'on utilise lorsqu'on travaille en équipe agile, de savoir qui sont les personnes à qui on s'adresse. Donc, ça va bien, Monique? Bien, Charlie, je viens de passer ma première semaine dans l'équipe de développement, puis je dois avouer, j'ai pas de bureau fermé. Les gens parlent constamment, il y a un bruit de fond incessant, il y a même pas de cloison, puis tout le monde parle, je suis perdue, et en plus, non seulement je suis perdue, on a des réunions tous les matins qui durent 10 minutes. J'ai l'impression que personne ne dit rien. Je ne comprends pas c'est quoi le but de ces réunions-là. Et je ne comprends pas ce qui se dit. Aide-moi. Donc, tu es sorti de ta zone de confort, là, je comprends. Certainement. Ouais, OK. Mais je ne sais même pas si c'est productif, ce qu'on fait. Puis lorsque l'équipe te parle de tests unitaires, de version, de fusion de branches, ça ne te dit rien, non? Non, je ne comprends pas. Je comprends pas. Bon. Il y a peut-être des gens qui ont déjà vécu ça, mais fais-toi-en pas. Je suis là pour t'accompagner, pour t'expliquer. Gêne-toi pas. Si tu ne comprends pas c'est quoi un test unitaire, tu me poses la question 3 fois, 8 fois, 10 fois. Donc, je suis là pour t'accompagner. On comprend qu'un PO, on ne peut pas laisser ça non plus apprendre sur le tas. Donc, on a prévu de la formation pour toi. Ensuite, tout au long
du processus de développement, mais je vais être là pour répondre à tes questions, pour épauler l'équipe aussi. Donc, PO, on ne te laissera pas aller sans expérience avec l'équipe. Donc, on sait que c'est un milieu que tu ne comprends pas et que tu ne connais peut-être pas. Donc, c'est aussi un rôle qui est très central. Donc, tu vas devoir parler avec l'équipe, avec la direction, le marketing, avec plein de nouvelles personnes. Donc, tu vas être vraiment le pilier de l'équipe pour beaucoup de questions, pour savoir quoi développer. Tu m'encourages, Charlie, mais je dois avouer, Charlie le coach, tu m'encourages, mais je dois avouer, là que je sais que c'est possiblement normal que je ne comprenne pas ce que mes collègues me disent, je ne sais pas ce que j'ai à faire. C'est quoi un PO à part que Product Owner? Je ne suis pas propriétaire du produit, là. C'est pas moi qui le conseille. C'est pas moi le propriétaire. Oui, d'accord. Alors, nous, on va t'accompagner. Okay. C'est normal que lorsqu'on est nommé comme PO, on a souvent... c'est comme si on sautait dans le vide. On se dit, j'ai trop de responsabilités. Alors, comment faire pour aider le PO? On s'en occupe. Alors, c'est sûr que pour un PO, ce n'est pas toi qui as la responsabilité de tout le développement du produit. Ce qu'on te demande surtout, c'est de donner la vision. Hein, ici, j'ai pris un petit exemple de Spotify, dans le fond. L'idée, c'est qu'on veut travailler avec des équipes et il y a différentes formes de donner la direction. Alors, il y a des PO qui savent ce qu'ils veulent et qui disent comment le faire. Mais nous, on a engagé des gens intelligents qui vont t'aider à réaliser ton besoin. Alors, c'est sûr que tu vas t'appuyer sur l'intelligence commune. Donc, l'important avec ton équipe, c'est de donner la bonne direction, de dire qu'est-ce que tu veux comme produit et ensemble, avec l'équipe, vous allez trouver un moyen de le réaliser. Donc, c'est ce qu'on s'attend de toi surtout. Donc, déjà, ça t'enlève un peu de pression. Ce n'est pas toi à tout contrôler, à être responsable de tout. L'équipe va t'aider là-dedans. Et c'est des gens compétents qui veulent avoir un succès ensemble. Alors, ils vont t'aider. Et j'aime utiliser comme image du PO le capitaine. Le capitaine qui est sur son bateau, qui ne contrôle pas le courant. Si on prend aussi un capitaine de voilier qui ne contrôle pas la direction du vent, la force du vent, mais qui sait où il doit aller. Et avec le gouvernail, il va aller à bon port, malgré le vent qui n'est peut-être pas aussi fort qu'il voudrait. Alors, le capitaine va s'ajuster avec le vent, comme un PO va s'ajuster avec son équipe. Et que le PO n'a pas le contrôle total de son équipe, mais avec l'équipe, il va arriver à bon port et développer de bons produits. Donc, je comprends que ce que tu me dis, que mon rôle, c'est plutôt d'avoir une idée claire sur et de bien communiquer la vision puis l'orientation vers où on s'en va. Oui. Ça m'encourage un peu parce que ce qu'on a fait au niveau du développement stratégique du nouveau produit, qui est complètement nouveau par rapport à ce qu'on faisait avant, c'est qu'on s'est basé sur quelque chose qui a été développé en 2008 par... son nom est difficile à Osterwalder, Alexander Osterwalder en 2008, et il a bâti le Business Model Canvas. Fait qu'on s'est fié sur le Business Model Canvas pour bâtir ce nouveau produit-là. Puis là, ce qu'on a fait qui était un peu intéressant, on s'est fié un peu sur mes amis qui font beaucoup de démarrage d'entreprise. Mm-hmm. On s'est vraiment dit, OK, c'est quoi le sweet spot du produit? C'est quoi qui fait que le produit est vraiment merveilleux? Qu'est-ce qu'il va faire qui va être original? Puis qu'on va répondre au mieux aux besoins de nos clients. On a travaillé avec l'équipe de marketing en segmentation et on s'est dit, peut-être que si on est ultra intelligent, on va pouvoir s'associer avec les comptables dans les entreprises et dans le marché qui font du service conseil pour pouvoir propulser le produit dans le marché. Alors, le but était double, d'aller non seulement aller chercher des clients, des nouveaux clients, mais d'aller chercher des clients partenaires aussi qui nous paieraient, mais qui nous aideraient à promouvoir le produit. Okay. Et on a bâti un modèle d'affaires qui fait en sorte qu'on croit que ça va être ultra profitable. Fait que dans mon département, c'est passé. On pense que les marges de profit vont être pas mal intéressantes. Parfait. Comme ça, tu as une bonne idée de ton produit. Bien, j'ai une bonne idée de l'orientation stratégique. Parfait. Pourquoi on le définit. Et comment vas-tu le communiquer à l'équipe? Bien là, Charlie, je sais que tu m'as un peu soufflé la réponse. OK, c'est une question piège. C'était une question piège. Il y a une semaine, tu m'as envoyé le tableau de la vision de produit qui existe sur le web. Fait que je me suis concentrée sur juste le coller ici. Et j'ai bâti la vision comme tu me l'as suggéré, mais je pense qu'il y avait différents modèles. Toi, tu m'avais dit que j'aurais pu mettre une vidéo vraiment le fun, flashy, hot, avec ton idée de produit, vers quoi on veut aller. Oui, fait que j'aurais pu faire une vidéo vraiment sexy pour vendre le produit à l'équipe. Malheureusement, le budget n'a pas permis une super belle vidéo qui aurait permis de motiver les gens. Alors ça fonctionne, je crois, aussi bien. Et on va communiquer tant la vision
avec une belle petite phrase qui va dire on veut développer un produit qui se concentre sur tel client, mais qui se différencie des autres produits de telle façon. Et on va remplir ces colonnes-là. C'est bien, mais comme ça, on va l'afficher près du tableau de l'équipe pour qu'on puisse vraiment rappeler à l'équipe qu'est-ce qu'on développe, pour qui on le développe, quels sont vraiment les besoins. Et moi, je te proposerais aussi une approche. Pour certains, moi, c'est la troisième fois que je l'entends parler aujourd'hui. Il y avait le keynote ce matin qui parlait du story mapping. Dans cette salle-ci, ce matin, aussi la première présentation de nos amis de Facilité qui parlait aussi du story mapping. Et de nouveau, c'est vraiment l'idée à la mode. Donc, l'idée pour t'aider, dans le fond, à développer un produit, c'est d'utiliser cet outil-là. On peut le faire dans un atelier dans lequel on t'expliquera l'outil et ensuite on verra avec toi comment l'utiliser. Ça permet de développer le squelette de l'application qu'on désire avoir, puis aussi d'avoir des phases de livraison. Et l'idée du story mapping, c'est vraiment d'être capable d'identifier le produit minimum viable, c'est-à-dire le produit minimal qu'on pourra mettre en marché, qui apportera une certaine valeur à nos clients et avec lequel que tu pourras avoir des sous pour payer la prochaine version. Donc, on veut éviter de livrer le produit final qui contient tout, mais on veut y aller vraiment de façon itérative. Et vraiment, l'utilisation du story mapping, c'est d'être capable, avec un flow d'utilisation, de répondre aux besoins, dans ce cas-ci minimal, dans un premier temps, le besoin minimal des clients. Bon, j'ai fait ici un exemple avec une application qui pourrait gérer des emails, mais on pourra le faire avec ton produit. Donc, c'est vraiment un outil qui aide aussi à partager ta vision du produit avec l'équipe. Vous le faites ensemble. Et tu peux en profiter. Il y a, je ne me rappelle plus de son nom, le speaker ce matin qui était prêt à en discuter avec différentes personnes. Donc, c'est Jeff Patton qui a publié un livre dernièrement sur ce sujet-là. Ça a l'air un peu intense. Tu sais, moi, j'arrive, on a regardé un peu les fonctionnalités clés. Là, on sait qu'on veut, par exemple, organiser bon, dans ce cas-ci, c'est organiser les emails. Les courriels, oui. Mais ça m'a l'air intense. Est-ce que, comment je fais? Tu m'as dit que ça se fait en réunion avec l'équipe? Ça se fait avec un atelier. Oui. Okay. Bien, dans le fond, avec un atelier, qu'on pourra t'expliquer comment fonctionne le story mapping et ensuite, on pourra ensemble voir les différentes fonctionnalités. Mais toi et l'équipe, ensemble, on détermine le produit. Super. Et dans le story mapping, on utilise aussi les personas. Bien, en fait, ce que je comprends, c'est que pour en arriver au story mapping, on part d'un persona. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure dans le Business Model Canvas, on avait travaillé avec l'équipe de marketing pour faire de la segmentation. Bien, on a vraiment travaillé avec l'équipe marketing. Puis, au niveau des user story, des user persona, on a fait quelque chose d'un peu extraordinaire. Puis, on est à peu près à notre deuxième semaine de travail. Les personas, on en entend parler. En fait, on en a entendu parler beaucoup. Oui, ce matin aussi, une présentation en a parlé, oui. Mais ce qu'on a fait, dans notre petit projet, c'est qu'on a amené les gens de l'équipe de développement directement dans les visites clients. Alors, quand on faisait nos entrevues en profondeur, on a identifié qu'il y aurait 3 segments cibles qui seraient représentatifs des clients qu'on cherche à rejoindre. Et on a fait des visites et on a pris une moyenne de 30 visites et on amenait un programmeur ou un QA, ou une personne service à la clientèle, ou une personne des finances, d'ailleurs. On amenait quelqu'un qui n'était pas souvent face aux clients, à rencontrer les clients. Et ça a changé tout à l'interne. Alors maintenant, à l'interne, quand on parle d'une fonctionnalité, on ne parle plus de fonctionnalité, on parle réellement de besoin, parce que les gens ont dans leur tête une image du client ancrée dans leur tête et comprennent le besoin. Alors ceux qui n'ont pas rencontré les clients, peuvent parler à ceux de l'équipe qui les ont rencontrés. Alors, ça devient un outil vraiment cool. Puis, ce qui est le fun, c'est que cette semaine, je me promène devant l'équipe de développement et leur mur, là où le tableau Scrum est placé, sur leur mur, ils ont les 3 user personas qui sont les usagers ou les utilisateurs de la prochaine application. Visés, oui. Parfait, c'est cool. Et ici, j'aimerais rappeler l'importance des récits utilisateurs. D'ailleurs, il y a une présentation sur comment rédiger les récits utilisateurs cet après-midi. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont déjà travaillé avec des récits utilisateurs qui avaient seulement un titre? Oui. Moi, ça m'arrive. Des récits qui ont seulement un titre, on les passe à l'équipe, on dit « Ah, et voilà, réalise ceci ». Ou l'équipe qui reçoit une story qui a juste un titre et des fois, il y a d'autres choses dans un autre document ailleurs, mais avec seulement le titre, il commence à programmer. Ensuite, on arrive au test d'acceptation. Oups, pas tout à fait ça qu'on avait
Donc, je rappelle toujours l'importance d'avoir des bons récits utilisateurs, être capable de décrire le besoin, de savoir à qui on s'adresse, d'être capable de le tester, qu'il ne soit pas trop gros. On puisse le réaliser idéalement à l'intérieur d'un sprint. Encore mieux si c'est à l'intérieur de la moitié ou le quart d'un sprint. Donc, vraiment, je t'invite à participer à l'atelier de tantôt sur les récits utilisateurs pour être capable d'en écrire des bons. Parce que c'est souvent, c'est la base du travail en agilité, mais souvent, on va vite avec les stories. Je pense que je t'équipe. Oui? Je pense que je suis... Parfait. On se laisse aller là-dessus, puis dans quelques semaines, on se revoit? Oui, absolument. Bon, parfait. Quelques semaines plus tard... Comment ça va, Monique? Charlie, j'ai deux façons de te dire comment ça va. OK. D'une façon, je te dirais, ça va... Les dates approchent, on a beaucoup à faire. Puis ça serait peut-être ma réponse polie. Les dates approchent, on a beaucoup à faire. Mais si j'enlève le script, là, le poli, puis je te dis ce qui se passe dans ma tête, mon monologue interne, c'est « Ah, l'équipe de développement n'a pas travaillé assez. Il me semble qu'il y a plein d'autres choses qu'il faut qu'on livre. OK. Est-ce que vous connaissez ça? Donc, dans le fond, toi, tu avais besoin d'un minibus pour transporter tout ton monde, puis on t'a livré une coccinelle. Ah, c'est une façon de voir, okay. oui. Alors, c'est certain qu'en fin de projet, il est un petit peu tard. Mais pour éviter d'arriver là, même si on a toujours des bonnes intentions au départ et qu'on suit le développement d'une équipe, je te rappelle l'importance de prioriser tes demandes et de toujours avoir des demandes qui sont essentielles, d'autres qui sont importantes et d'autres des nice to have. Donc, en cas de difficulté, au lieu de commencer à repenser comment tu vas arranger ton carnet de produits, déjà savoir quelles sont vraiment les stories essentielles, celles que tu veux vraiment livrer absolument, absolument. Donc, il y a un petit truc facile, la méthode Moscou. Donc, c'est sûr que des stories qui sont considérées comme won't have, que pas désirables dans ce sprint-ci, mais tu peux les vouloir dans une release plus tard et c'est intéressant d'en avoir une trace pour le futur. Donc, je t'invite à prioriser tes demandes, à être certaine, parce que souvent, le rôle du PO, c'est exigeant et on veut livrer le meilleur produit avec toutes les features possibles. Je t'invite à, avec l'équipe, à essayer de faire un exercice, qu'est-ce qui est vraiment essentiel. Parce que souvent, on croit que tout est essentiel, mais lorsqu'on challenge, on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. Donc, je t'invite vraiment à faire cet exercice-là pour éviter d'arriver en retard. Moscow, pas difficile de souvenir. Non. Puis aussi, un autre outil qui s'appelle le Sunset Graph, que j'ai pris une version un petit peu épurée ici, mais qui permet, en cours de route, de voir la vitesse de développement de ton produit et d'avoir une idée quand ton produit pourrait être terminé. Donc, par exemple, si on prend un exemple ici où on a un ensemble de stories qu'on peut définir comme obligatoires, et on se dit toutes les stories obligatoires représentent un certain nombre de points, et on peut voir que ici, on a presque terminé les stories obligatoires. La prochaine version, probablement qu'elles seront toutes terminées. Et que si on fait une projection, bien, toutes les stories qui seront importantes ici pourront probablement être livrées au 6e sprint. C'est un outil qui est simple, pas très compliqué, qui permet d'avoir une visibilité sur la vitesse de développement. Et on peut le faire avec un fichier Excel. Donc, aussi, on peut utiliser une petite formule qui nous permet d'avoir une idée, une courbe pessimiste, c'est-à-dire si l'équipe développe moins rapidement, on s'attend à quoi comme date de livraison. Donc, ça permet de suivre ton travail d'équipe et ça évite d'arriver à la fin avec trop de choses qui ne sont pas prêtes et des surprises. Super utile cet outil-là. En fait, en la voyant, je me sens un peu inspirée. Vraiment beaucoup inspirée, en fait. Puis je pense que je pourrais bâtir un modèle qui me permettrait de croiser un petit peu les chiffres de prévision que tu m'as montré tout à l'heure, mais qui pourrait également me permettre de prioriser un petit peu selon ta méthode Moscow que tu promouvais tout à l'heure. Ce qui est vraiment le fun, c'est de faire une moyenne pondérée. OK. Alors... donc, tu as déjà des trucs pour t'aider à prioriser. Bien, tu m'as inspiré. OK. Je voudrais qu'on revienne, vu qu'on parlait du Business Model Canvas, puis on revient aux objectifs de base. Si on vient aux objectifs de la compagnie, je me suis dit que ça serait le fun de placer les objectifs de la compagnie en colonne, puis de placer un poids relatif face à chacun de ces objectifs-là. Fait que dans ce cas-ci, attirer des nouveaux clients, c'est notre objectif principal. Alors, je mets un poids relatif de 50%, puis je mets chacune des fonctionnalités ou chacune des récits usagés à l'horizontale. Oui. Et à ce moment-là, on calcule une moyenne pondérée, puis on arrive à une ordre de données. Et là, à ce moment-là, l'avantage de ça que j'envisage dans ma tête, c'est que l'équipe
il y a une transparence totale de l'information. Alors, l'équipe de développement va clairement voir pourquoi une fonctionnalité est plus importante qu'une autre. Oui. Et je crois que de cette façon-là, moi, j'ai besoin d'être un petit peu moins présente là-dessus, puis plus présente sur la communication sur le besoin client. Parfait. Bien, tous les items qui peuvent aider l'équipe à prioriser, toi et l'équipe, c'est parfait. Ça va nous aider vraiment à livrer le maximum de valeur. Merci. Merci. Je me sens super encouragée. Parfait. Je pense que ça va bien. Merci François. Merci à vous pour la petite mise en situation. On a un peu espoir que ça vous a possiblement rappelé certains éléments que vous voyez en entreprise. On a un peu espoir que certains des trucs vous ont aidé. Et maintenant, on veut passer à quelques demandes communes. Oui, dans le fond, c'est plus des demandes. On fonctionne moins en pièces de théâtre maintenant, mais les demandes, c'est les choses que les PO rencontrent souvent. Donc, c'est sûr que le PO, c'est un rôle qui est toujours appelé à jongler avec des changements. Donc, si quelqu'un veut une position confortable, où on est capable de faire un plan d'affaires dès le départ, le communiquer à l'équipe, la vision est claire pour tout le monde et on s'assoit puis ça fonctionne, ce n'est pas la bonne place. Parce que les équipes changent, les gens peuvent démissionner, votre meilleur développeur s'en va, l'équipe ne produit plus aussi vite que vous aviez pensé au départ. Un compétiteur sort un produit qui fait presque la même chose que ce que vous aviez pensé. Donc, c'est un rôle qui est toujours appelé à être en changement. Donc, c'est vraiment la principale qualité d'un PO. Et d'ailleurs, toi, tu peux parler d'expérience parce que tu as beaucoup... Oups, je t'avance. Tu as beaucoup d'expérience avec le développement de produits, dans le fond. Bien, il y a toutes sortes de changements. Certaines font en sorte que, déjà, notre niveau d'intensité augmente quand le changement vient d'un département où on sent l'intensité de la pression. Que cette intensité vienne de la direction qui s'en vient et qui dit « Oh, changement, nouveau DG. Oh, » Ça, c'est le changement ultime. Je ne sais pas si vous l'avez vécu. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Ça change tout. Mais des changements au niveau de l'équipe de vente qui apparaissent puis qui nous disent « OK, nouvelle direction, ce client-ci le veut de façon urgente maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? » On peut paniquer 3 secondes. Puis ensuite, il y a des façons de ramener un petit peu sur terre puis juste de reprioriser. Et certaines de ces... Il y a différents trucs, différentes personnes, différentes personnalités. Un truc qui est le fun, c'est de faire un petit calcul de coût d'opportunité. Alors, sortez la calculatrice, ça peut prendre, ou le chiffrier Excel, ça peut prendre 15 minutes, 1 heure. Puis juste de se dire, est-ce que le changement qu'on nous demande, c'est un changement qui nous coûte, je ne sais pas, mettons 500 $. Est-ce que ce 500 $-là, c'est le coût réel ou est-ce qu'il y a un coût caché derrière ça? Si on change les équipes de développement, on les arrête de travailler, bien, il y a peut-être 8 personnes qui changent de projet, bien, il y a un arrêt sur un projet, ça coûte combien? Le projet qui est arrêté va aller chercher potentiellement des revenus beaucoup plus tard. Si c'est le cas, c'est quoi le coût perdu au niveau des revenus perdus? Et ensuite, de réaligner ça au niveau chiffré sur c'est quoi les conséquences, c'est quoi les gains qu'on pense obtenir. Puis souvent, ça ne m'est pas arrivé souvent de voir, mais souvent, c'est facile de justifier un arrêt de 2 semaines ou un ralentissement de l'urgence de 2 semaines, le temps de finir ce qu'on fait. Parce que financièrement, généralement, c'est plus rentable d'attendre les 2 semaines que de passer à l'urgence. Il y a différentes façons de le faire, mais le calcul du coût d'opportunité, ça aide beaucoup à gérer les changements urgents. Différents types de PO qu'on rencontre. Les PO dédiés, ceux qui sont non dédiés, à temps partiel, et les proxy PO. Donc, je ne sais pas si c'est des réalités que vous avez côtoyées, mais le PO dédié, c'est l'idéal, dans le fond. C'est le PO qui est disponible pour l'équipe, qui peut les accompagner. Le PO à temps partagé, il faut toujours faire attention. Si le PO a seulement 3 heures à donner et les 3 heures sont le vendredi après-midi, des fois, ça devient problématique pour l'équipe lorsqu'on a des questions, lorsqu'il y a des précisions à apporter. Donc, si on a un PO à temps partagé, ça peut arriver. Des fois, ça fonctionne bien. Il s'agit juste qu'il soit disponible à l'équipe. Et le proxy PO, je dis toujours de faire attention parce que c'est comme une patch sur un problème. Souvent, des équipes vont travailler avec plusieurs lignes d'affaires et il n'y a pas une personne identifiée qui peut représenter toutes les lignes d'affaires. Alors, souvent, il y a une personne qui est comme le porte-voix de ces différentes lignes d'affaires-là, ce qu'on appelle le proxy PO. Donc, idéalement, il faudrait qu'il y ait un rôle décisionnel, être capable de prendre une décision pour aider l'équipe à avancer sans avoir à se questionner, à changer les priorités à toutes les 2 semaines. Donc, c'est toujours les proxy PO, c'est un rôle qui est vraiment difficile à faire. Idéalement, on l'évite. Si ce n'est pas possible de l'éviter, avoir une personne qui est décisionnelle et qui peut aussi répondre à l'équipe. Éviter les cas où, je vais aller consulter ma ligne d'affaires, je te reviens dans 2 semaines. Si ce travail-là peut se faire rapidement, par exemple, je te reviens cet après-midi, déjà là, c'est mieux.
ça peut être acceptable. Et comment trouver le bon PO? Parce que souvent, à Québec, ce que j'ai vu, on prend l'expert du domaine d'affaires et on lui dit maintenant, c'est toi qui connais le besoin client, donc tu es notre PO et c'est toi qui vas guider le succès du prochain produit. Et c'est sûr que ça peut être dangereux parce que être PO, ce n'est pas seulement être capable de bien connaître le produit, ça comporte aussi d'autres qualités. En fait, ce qui est intéressant au niveau de trouver puis de déterminer un bon PO, c'est de se souvenir que personne n'est parfait puis personne n'est une description de tâche. Fait que c'est réellement d'aller jouer avec l'équipe pour voir quelles habiletés on a chez le PO et lesquelles on n'a pas et comment faire pour bâtir une équipe autour de ça. Dans ce cas-ci, on a pris Elon Musk. Elon Musk, on le reconnaît, fondateur de Tesla, PayPal, etc. On peut y aller éternellement, mais top visionnaire. Il y a des excellentes qualités de visionnaire, peut-être moins en tant que joueur d'équipe. Et c'est correct. C'est correct parce qu'on structure l'équipe autour du fait qu'il y en a d'autres qui le sont forts en joueur d'équipe. Et c'est aligné sur l'objectif corporatif qui est de bâtir quelque chose de nouveau et d'innovateur. Des fois, les objectifs corporatifs sont autres. L'idéal, c'est d'avoir un bon mélange de tous. Et je pense que toi, tu pourrais donner des exemples un peu supplémentaires. Oui, des exemples tirés du hockey. D'ailleurs, j'attendais de parler du but d'Alain Côté. C'est lui ici, je crois qu'il demandait s'il était bon. Alors, c'est un exemple. J'essaie de faire un rapprochement avec un joueur de hockey, Wayne Gretzky, excellent joueur de hockey. Par contre, comme coach, son équipe n'a jamais fait les séries. Donc, c'est un exemple où on pourrait dire on a pris notre meilleure personne, notre meilleur producteur, en affaires, et on dit, bon, maintenant, c'est toi qui dirige l'équipe. Ça n'a pas connu un succès. Alors qu'on a des cas qui ont été meilleurs. Mario Lemieux, qui a gagné la Coupe Stanley en tant que joueur et en tant que propriétaire d'équipe. Donc, l'idée ici derrière ça, c'est pas dire que l'expert du domaine d'affaires va faire un bon ou un mauvais PO. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Et il faut l'accompagner, ça c'est la première des choses. Il faut savoir aussi quelles sont ses responsabilités, bien les définir, pour pas qu'il sente toute la pression du développement de produits tomber sur ses épaules. Il faut qu'il sache qu'il est accompagné, que les gens vont l'aider, le soutenir, qu'il a le droit à l'erreur aussi. Donc, ça fait un petit peu le tour pour ces exemples. Fait qu'on veut vous laisser peut-être avant la période de questions, sur peut-être un petit jeu, puis un petit questionnement, puis un petit peu d'inspiration. Ça, c'est une photo de New York, prise en 1900, à la parade de Pâques, exactement au tournant du siècle, en 1900. Qu'est-ce que vous reconnaissez ici? Il y a des chevaux. Rien. Rien, à part, j'ai entendu des calèches. Effectivement, il y a des chevaux partout, sauf, il y a une voiture en 1900. 13 ans plus tard, sont où les chevaux? Ça a pris 13 ans avant de transformer complètement l'industrie du transport. Alors, on cherche à peut-être vous demander aussi, peut-être parmi vous, y a-t-il quelqu'un qui va révolutionner ici à Québec, là où on en est? Merci. C'est le rôle du PO. Donc, peut-être avant de terminer, avant les questions, ceux qui sont abonnés à au mailing list, en français, comment ça s'appelle? Liste de distribution. La liste de distribution d'Agile Québec. Ils ont peut-être vu passer, cet été, il y a eu un événement qui a été organisé, un déjeuner PO. C'est organisé avec Agile Québec et Pixis. On a fait une rencontre avec différents PO. Ça a duré peut-être 1h30, 2 heures sur un mercredi matin, je crois. Ça s'appelait le World Café. World Café PO. Oui. Donc, c'est intéressant parce que les PO, entre eux, ont pu poser des questions, parler des problématiques qu'ils vivaient, puis essayer de trouver des réponses ensemble. Alors, on organise un événement similaire le 8 février, c'est un mercredi 2017. Donc, il y a des petits papiers pour s'inscrire, ça vous intéresse. Aussi, on va mettre l'information sur le lien qui est en bas ici. Et donc, les PO qui sont intéressés à partager, dans le fond, on ne vous demande pas une demi-journée, c'est seulement un déjeuner et on termine assez tôt, là, vers 10h30, 10h, je crois. C'est terminé, donc les gens peuvent continuer à aller travailler. On veut juste réseauter les gens, se donner des trucs et peut-être préparer une autre activité par la suite. Donc, il y a ça. Et aussi, si vous êtes intéressé,
il y a les sondages, c'est sûr, c'est un petit peu de publicité, mais les sondages sont vraiment intéressants à l'intérieur de voir l'état de l'agilité à Québec, dans la province de Québec. Donc, c'est disponible le journal au kiosque de Pixis. Donc, s'il y a des questions, vous êtes les bienvenus. Pas de questions? Sinon, vous pouvez venir nous voir, on va être disponible. Oui, absolument. Merci. Merci. Bon Agile Tour.